Démarrer. C'est toujours le même souci. Pardon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 16e épisode des nouveautés produits. Merci d'être présent. Je sais que la période est chargée en ce moment. Elle est chargée pour vous, mais elle est chargée aussi pour les équipes produits, parce que nous aussi, on a des promesses à vous livrer après la période fiscale avec des nouveautés, des nouvelles choses. Donc, on va voir tout cela ensemble. Au programme aujourd'hui, on va voir Cyril. On va voir Marianne, Christian également, et Damien nous rejoindra un petit peu plus tard. De quel sujet on va traiter aujourd'hui? Depuis le dernier webinaire, il y a eu 3 nouvelles versions qui sont sorties. Ces 3 nouvelles versions contiennent un peu de nouveautés sur le millésime, de correction du millésime, mais également des nouveautés. Effectivement, il y a eu quelques améliorations qui ont été livrées. Ensuite, comme je l'ai dit juste avant, on va voir qu'est-ce qui va se passer après la période fiscale. Alors, comme je l'ai dit, nos collaborateurs, côté produit, bossent beaucoup pendant cette période fiscale qui est calme en termes de livraison, mais derrière, côté produit, il y a pas mal de nouveautés qui vont sortir et on voulait vous dire où on en est, qu'est-ce qu'on fait effectivement sur ces nouveautés. Et on va faire aussi un petit aperçu à date de qu'est-ce que la période fiscale, avec quelques chiffres pour vous dire où on va et où on en est par rapport à l'année dernière sur comment se passe la période fiscale. On va parler également en troisième partie des API et de la roadmap d'API. Et Damien va nous faire une vraie nouveauté qui date de pas plus loin que la semaine dernière sur la partie Cegid-Flow et je pense que ça va vous intéresser, donc restez branchés avec nous. Pas plus loin, donc je redonne la parole à Cyril et Marianne pour nous parler des présentations, des nouveautés sur la 434, 435 et 436. Cyril, Marianne, à vous l'honneur. Ouais, je vais commencer. Bonjour à tous. Alors déjà, je vous prie m'excuser pour la... Vous verrez pas ma tête aujourd'hui. J'ai un flux tellement mauvais de connexion, hein, que je suis contraint de restreindre l'affichage. J'espère que vous m'entendez bien. En résumé des nouveautés principales sur les 3 dernières versions, on a travaillé sur la console de reprise des données. On a ajouté des nouveaux filtres en fait pour que ce soit plus simple pour vous pour trouver les fichiers JSON qui étaient en intégration ou intégrés et ainsi de suite. Et en fonction des choix que vous allez opérer sur ces filtres, on va les sauvegarder. Comme ça, vous aurez exactement les mêmes présentations dans cette console de reprise que vous avez fait précédemment. Sur la partie comptabilisation, on a travaillé principalement sur la trésorerie et les virements SEPA. Sur la partie trésorerie, lorsque vous paramétriez un compte bancaire avec un journal de banque, vous aviez une notion de type de contrepartie à l'époque qui était soit libre, soit à la pièce, ou soit en pied de journal. On a supprimé la partie pied de journal pour des raisons déjà de présentation fake et en plus on avait des règles de gestion qui ne convenaient pas avec la façon dont on intégrait les relevés bancaires. Donc du coup on a retiré cette partie, il ne faudra pas que vous en étonniez. Ceux qui avaient déjà précédemment un journal de paramétrer avec ce type de contrepartie, c'est conservé pour historique. Sur la partie des virements prélèvements SEPA, on s'est réaligné sur des fonctionnements qu'on avait sur la génération de l'écriture. C'est-à-dire que dès que vous faisiez le paiement d'un lot de facture fournisseur et que vous génériez un fichier SEPA pour l'envoyer à la banque comme ordre de virement, on passait automatiquement l'écriture comptable associée à ce paiement. On appliquait le lettrage sur le lot de factures sélectionné. Tout ça, vous générez l'écriture. La difficulté, c'était pour les dossiers qui étaient en collecte de relevés bancaires. Comme la collecte de relevés bancaires est tentée de faire la comptabilisation de la même manière, on pouvait tomber dans un cas où on avait 2 fois l'écriture de comptabilisation. Donc maintenant, on vous permet 2 choix supplémentaires. C'est soit de dire je ne souhaite pas comptabiliser l'écriture de paiement que je suis en train de réaliser en faisant mon lot de factures avec le paiement SEPA. Et dans ces cas-là, ce sera via la collecte bancaire que la comptabilisation sera opérée. Ou alors, vous souhaitez quand même comptabiliser, mais dans un journal intermédiaire.
sur un compte intermédiaire, c'est-à-dire vous pouvez choisir dans le paramétrage de passer soit sur le 511 ou soit sur un journal de type OD pour pas venir altérer votre rapprochement bancaire. Donc ça, c'est deux petites nouveautés. Il y en a une troisième, c'est vu qu'on vous permet de ne plus générer l'écriture bancaire sur ce fichier SEPA, il fallait qu'on prenne en considération le fait que vous aviez déjà sélectionné un lot de factures pour le payer. Donc il ne fallait pas qu'on vous le remette à l'affichage. Donc ça, c'est le troisième point de la liste. Et la dernière évolution, c'est sur la date de comptabilisation. Lorsqu'on générait l'écriture de banque liée au fichier SEPA, on s'appuyait sur la date d'échéance de la facture pour générer l'écriture ou sur la date de fin de mois plutôt que la date réelle d'exécution du paiement. Donc maintenant, tout ça s'est aligné parfaitement et vous aurez la date à laquelle vous avez émis le fichier SEPA pour la comptabilisation de l'écriture. Donc voilà, ça c'est sur la partie comptabilisation. Ouais. Je me permets, bonjour à tous. Donc en fait, ces paramétrages, ils sont par dossier, c'est ça? Ces paramétrages sont par dossier, ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. Ils se situent au niveau du journal ou ils se situent au niveau du paramétrage générique du dossier? On l'a au niveau du compte bancaire. D'accord, ok. Voilà, c'est au niveau du compte bancaire qu'on va déterminer la règle en fait. D'accord. Et la date, en fait, ça me rappelle la remontée de certains cabinets, c'est ça qui se plaignaient de la date de comptabilisation, cette correction qu'on a exactement. publiée, c'est ça? Exactement. Bon, je pense que certains cabinets se reconnaîtront. Ouais, je pense aussi, on a eu suffisamment de retours. D'accord, c'est bien. Donc ça veut dire que quand on nous remonte des choses, en tout cas, on les intègre. Merci. On essaye en tout cas, c'est sûr. Sur la partie fiscalité, Reda l'a dit, on a livré notre fameux millésime 2022 là, que vous attendiez tous sur la campagne fiscale TDFC. Donc ça, c'était dans le livrable de la 435. On a fait quelques petits ajustements à côté. Il y avait une subtilité lorsque vous aviez un dossier avec des filiales et que ce dossier était en collaboratif sur un autre tenant. On avait des difficultés à vous afficher les informations. On avait une règle en fait de sécurité qu'on a pu lever pour la partie collaborateur, mais qu'on a conservé pour les dossiers en collaboratif pour pas qu'ils viennent voir des choses qui ne les concernent pas. Donc ça c'est pareil, c'était suite à des remontées support qui pouvaient arriver dans certains cas de figure. On a revu un peu des intitulés dans des boîtes du dialogue, notamment quand on vous permet de choisir un dossier modèle pour essayer de clarifier l'usage. On a travaillé, alors on a affiché le détail des opérations des sessions d'IMO sur le 2059A et 2033C qui existaient déjà, mais tous les cabinets n'avaient pas encore cette vue. Donc maintenant, tout est homogène et tout le monde en bénéficie. Pareil, on a livré un assistant de créance douteuse qui n'est pas encore à disposition de l'ensemble des cabinets, qui a été mis sur certains cabinets et qui, lors de la prochaine version, sera ouvert à tous. Et ça nous a amené à faire une étape supplémentaire, c'est que maintenant, on vous livre un contrôle dans le programme de travail qui va aller reprendre toutes les informations que vous auriez renseignées dans cet assistant pour passer vos écritures de créances douteuses. Et puis, une petite suite au cahier des charges, une petite évolution sur le millésime 2022 concernant les associés fonciers. Voilà, pour vous donner un peu un bref aperçu des nouveautés. Bien évidemment, vous retrouvez tout ça de manière très détaillée dans l'aide en ligne. Hein. C'est-à-dire que pour chacune des versions, vous avez la release note de disponible et puis bien évidemment, il y a les consultants avec qui vous avez l'habitude d'avoir un rendez-vous pour avoir des détails supplémentaires sur ces nouveautés. Alors, juste pour résumer, avant de passer à la partie suivante, 3 versions. C'est timide en livraison, mais voilà, il y a une grande partie dans cette slide qu'on voit qui est timide, mais c'est la campagne fiscale millésime 2022 qui est vraiment qui a pris beaucoup de place dans ces 3 livraisons. Donc voilà, à bien noter que c'était un des travaux majeurs de ces trois livraisons. Ouais, et puis on a fait aussi, je ne l'ai pas mis parce que ce serait trop long, mais on a fait un gros focus sur les correctifs par rapport aux tickets support qui nous étaient remontés, notamment pour régler toutes les problématiques qui pourraient être liées à la période fiscale.
Donc vous verrez dans les release notes, il y a eu beaucoup de modifications faites suite à vos retours. Donc, surtout, n'hésitez pas à regarder les release notes sur le site d'aide qui est disponible à partir de l'appli. Merci Cyril. Je t'en prie. Ensuite, ouais, je te laisse la partie chiffrée, Reda. Tu veux commencer exactement. En quelques fait, chiffres oui, parce que je tenais à faire un point d'étape sur comment se passe la période fiscale en termes de chiffres et en termes de chiffres par rapport à l'année dernière. À date, au 7 avril, c'est-à-dire hier, donc les chiffres sont d'hier, on a fait 245 000 TVA, donc soit 24% de plus que l'année dernière. En TDFC, on est à 13% de plus, donc on a envoyé 26 000 liasses fiscales à partir de l'août aujourd'hui. Les IS, plus 31%, les CVAE, beaucoup plus cette année, plus 51% sur la partie CVAE. La partie requête, plus 15%, et la DAS2, plus 23%. Ces chiffres-là, en fait, c'était pour vous montrer à quel point, en fait, il y a des nouveaux clients, vous faites partie maintenant d'une bande encore plus grande. Donc, voilà, et ça va continuer à grandir. Sur les 2 derniers chiffres, documents déposés, écriture validée, c'est tout ce qui se passe dans le robot. À date, du 1er janvier au 7 avril, il y a eu 3 millions de documents déposés, soit 166% par rapport à 2021. 166% pour soi, parce qu'on a plus confiance dans le robot, c'est beaucoup plus rodé et les résultats sont beaucoup plus intéressants. Dans les 3 millions, on a 2 millions d'écritures validées directement suite à la proposition du robot. Et ce chiffre-là montre à quel point aujourd'hui les collaborateurs ont de plus en plus confiance au robot. C'est un début, on est sur une pente qui monte et on va y aller jusqu'au bout parce qu'on est persuadé de ça. Christian, tu as un commentaire sur les chiffres? Oui, je me demandais si en fait le robot était meilleur ou les collaborateurs nous faisaient plus confiance au robot. Non, les collaborateurs ont plus confiance au robot et du coup, c'est un mix des deux. Le robot est meilleur et les collaborateurs font confiance parce que le robot est meilleur. Ok, merci Reda, en tout cas c'est impressionnant. Bravo à tous. Et merci à vous tous. Exactement. Encore merci à vous tous parce que la contribution pour que le robot soit meilleur, c'est aussi les collaborateurs qui font confiance au robot et qui continuent à déposer des pièces. Marianne, Cyril, qu'est-ce que vous nous réservez à l'après-période fiscale? Alors, on réserve plein de choses. Il a fallu qu'on soit sélectif, parce que si on devait vous annoncer tout ce qu'on s'apprête à livrer après la PF jusqu'à la fin de l'année, ça aurait été un peu long. On a mis le focus sur l'automatisation de la TVA, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur et qui vous tient à cœur. Il faut qu'on vous donne tous les outils nécessaires à pouvoir ne plus, tant que possible, faire de saisie des éléments qui concourent à la déclaration et que vous ayez du temps, par contre, et des outils pour en assurer le contrôle. Donc ça, on travaille d'arrache-pied là depuis la fin d'année dernière pour vous proposer des nouvelles évolutions. Donc on voulait faire un focus là-dessus. Et peut-être qu'à la prochaine session, on vous donnera d'autres éléments différents. Mais en tout cas, là, on voulait vous parler de cette partie automatisation de la TVA. Donc sur les grandes thématiques qu'on adresse à travers les développements qui sont en cours, et puis moi-même et Marianne vous montrerons en direct ce que ça donne pour que vous puissiez imager le propos. La première partie, c'est le travail sur l'intégration des flux bancaires. Aujourd'hui, vous avez des dossiers qui sont brochés avec de la collecte, soit via Je déclare, soit via des SFTP, très prochainement là, via CRB. Et toutes ces écritures, elles arrivent dans votre dossier en comptabilité et là, vous êtes amené à faire des règles bancaires bien souvent de manière manuelle pour pouvoir avoir une qualité de génération d'écriture qui colle parfaitement à l'attente faite de la collecte. Là, ce qu'on fait, c'est que comme maintenant on est en confiance avec notre outil, on sait que le machine learning fonctionne très bien sur les factures d'achat et de vente et les chiffres que nous annonce Reda vont dans ce sens. On va confier également cette partie-là au robot, c'est-à-dire que le flux de collecte arrivera directement dans l'interface du robot et c'est lui-même, par rapport à de l'intelligence artificielle, par rapport à des algorithmes, par rapport à l'expérience du dossier,
qui va faire la comptabilisation de l'écriture en bâtissant lui-même ses propres règles. C'est-à-dire qu'on ne va plus regarder les règles du dossier, on ne va plus vous demander d'en créer, ce sera le robot qui va prendre le relais. Et sur la partie qui ne sera pas traitée, on vous la livrera dans une interface pour que vous veniez finir cette partie-là, telle qu'on vous le propose aujourd'hui sur la comptabilisation des factures d'achat notamment. Donc, il y a l'intégration qui va lui être confiée, il y a la génération automatique des écritures bancaires qui va être confiée au robot. Et bien évidemment, lui, il va être en capacité de faire le matching, c'est-à-dire dès qu'il va voir qu'un tiers est payé par une transaction qui vient d'arriver et qu'il a un indice de confiance élevé sur le rapprochement entre les deux, il va appliquer un lettrage automatique. Donc ça va aussi vous libérer du temps sur cette partie-là. Ce sera traité automatiquement par le robot. Pour la partie qui n'aura pas pu être traitée, parce que je ne sais pas, par exemple, vous avez fait une remise de chèque. Bon, la remise de chèque, ça va être difficile de savoir quels sont les tiers concernés par la remise de chèque. Là, on a encore besoin de votre intervention. Et donc, dans ces cas-là, le collaborateur aura une interface qui lui est dédiée pour aller appliquer une correction et pour aller faire le matching lui-même entre la correction qu'il vient de faire sur la transaction bancaire et un lot de factures potentielles rattachées au tiers qu'il vient de modifier. Donc ça, on va vous le montrer dans l'interface, comment ça se présente. Une autre nouveauté, c'est qu'on va gérer la partie des paiements partiels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on applique du lettrage automatique pour du 1 pour 1, en fait. Il n'y avait pas, comme vous le savez, il n'y a pas de lettrage partiel au sens que vous l'avez pu le connaître sur ces JD Expert ou Quadra dans Loop. Par contre, on a introduit la notion de paiement partiel qui va vous permettre, notamment pour la TVA sur encaissement, d'alimenter la déclaration de TVA automatiquement en fonction de la quote-part qui est réglée sur une facture. Ça, on va vous expliquer le mode de fonctionnement de la même manière. Et donc, une fois que le robot a toute cette capacité à vous faire une bonne partie du travail, il faut qu'on vous donne des outils de contrôle pour que vous soyez en capacité, de comprendre ce qui a été fait et surtout, où est-ce qu'on a besoin de votre intervention au moment de la déclaration de TVA. Donc là, on a travaillé sur un petit dashboard au niveau de la préparation de la déclaration de TVA qui va vous mettre en avant tout un tas de contrôles pour attirer votre attention sur le fait qu'il reste des écritures qui sont en attente alors qu'on est sur une période de TVA pour lesquelles elles auraient dû être adressées soit à un tiers ou soit à un compte général. Tout un tas de contrôles que je vais vous expliquer juste après. Une fois qu'on a ces étapes de contrôle, on va vous donner de nouveaux outils pour le cadrage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous faites une déclaration de TVA, on vous sort les états justificatifs, que vous soyez au débit ou à l'encaissement, et on vous donne les montants en volume qui sont déclarés sur la périodicité de TVA. Là, on va faire rentrer la partie cadrage base parto, donc c'est un peu quelque chose, pour certains, vous pouvez connaître, qui existe dans le programme de travail, mais qui s'applique à la fin de l'année lorsque vous faites la révision du dossier. Là, on va mettre un outil à disposition sur chacune de vos périodes déclaratives de TVA pour que vous puissiez bien vous assurer que tout se cadre parfaitement. Et de la même manière, un nouvel état arrivera pour justifier les soldes des tiers à l'encaissement, qu'ils soient clients ou fournisseurs, pour que vous puissiez être en capacité de bien vérifier les soldes de vos comptes de TVA collectés, qui soient en rapport avec les soldes des tiers à la fin de la période. Tout ça nous amène à revoir également un autre état, qui est un état du suivi des règlements fournisseurs et clients, parce que cette fois-ci, il va falloir qu'on aille le nourrir en plus des paiements partiels, pour que vous ayez réellement une situation de l'état des créances et des dettes à date. Voilà, donc ça c'était pour vous faire un petit résumé. Et ce que je vous propose, c'est que Marianne va vous montrer un peu l'interface. Alors c'est pas fini, hein, mais qui est en train de se dessiner. On voulait vous montrer nos états d'avancement. Bonjour à tous, du coup je vais reprendre la main et partager mon écran. Vas-y Marianne, tu peux y aller. Pendant que Marianne partage son écran, Cyril, ça veut dire que là, on va avoir une TVA qui va se préparer automatiquement. Ouais. Et avec l'arrivée des flux liés à la facture électronique et le rapprochement, enfin le lettrage automatique, ça veut dire qu'au fil de l'eau, l'entreprise à terme
aura une information avec un encours, la gestion des encours disponibles pour pouvoir utiliser la comptabilité comme source d'information. Exactement. Là, on peut dire qu'on est vraiment dans une comptabilité au fil de l'eau, avec une donnée qui est fraîche et une alimentation de la déclaration de la TVA qui est la plus automatisée possible. On aura toujours besoin d'une action humaine et de contrôle, mais en tout cas, oui, l'alimentation sera Oui, de parfaite. toute façon, il est bien vu dans la réforme 2024 que la déclaration de TVA fait foi. C'est pas la transmission des informations à la DGFiP qui va faire foi, mais du coup, il y aura les moyens de rapprocher les deux et de voir cette comptabilité s'alimenter au fil de l'eau. Exactement. Okay. Ouais, c'est bien, on prépare l'avenir. On essaye. Maintenant, donc là, je vous Marianne, à toi. Ouais. Donc là, je vous présente mon écran. Je pense que vous le voyez tous. Donc, ce que vous voyez à l'écran, du coup, c'est l'interface du robot. Et ce que vous pouvez peut-être remarquer, c'est que au lieu d'avoir 2 onglets, comme vous pouvez avoir aujourd'hui, il va y en avoir 3. Et donc, sur ce 3e onglet, c'est là qu'on va aller récupérer ou retrouver toutes les écritures de banque qui ont été générées par le robot. Donc aujourd'hui, comme on disait, on est vraiment sur on est en plein milieu du chantier. Donc là, je vous montre les premiers écrans qu'on peut visualiser. Donc ici, je vais retrouver toutes mes écritures de banque qui ont été générées. Et à côté, pour chacune de ces écritures, je vais pouvoir retrouver toutes les écritures d'achat ou de vente que je vais pouvoir les rapprocher avec mes écritures, que je vais pouvoir les rapprocher avec cette transaction. Donc la façon dont ça va marcher, c'est tout simple. Donc ici, pour ma facture de 50 €, je vais voir la liste des factures qui ont le plus de sens, donc en fonction du tiers ou en fonction du montant, et je vais pouvoir aller les rapprocher, donc tout simplement en sélectionnant les factures. Donc là, en l'occurrence, je vous disais, c'est une interface de test, donc on n'a pas le montant exact, mais je vais pouvoir les rapprocher ici, puis on voit qu'il me reste plus que 8 € à rapprocher, donc peut-être que ça vient d'une transaction qui viendra plus tard. Je vais également... Marianne, juste une question. En fait, cet écran, on peut le donner au client aussi, si on veut, pour qu'il puisse éventuellement faire les opérations et compléter les opérations que n'a pas fait le collaborateur. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu tôt, mais je pense que dans quelques mois, on sera prêt. On va continuer de peaufiner un petit peu, parce que là, je vais vous montrer, il nous reste quelques petites choses encore à modifier avant d'être tout prêt, mais je pense que d'ici quelques mois, on sera prêt à avoir des clients qui peuvent l'utiliser. Mais pour compléter, Marianne, oui, avec l'offre coproduction, typiquement en collaboratif, le client aura accès à la même interface et pourrait se substituer sur ce travail-là au travail du collaborateur. Oui, tout à fait. Petite question intéressante, Marianne, de Carole. Est-ce qu'il faut obligatoirement utiliser PIA pour les factures d'achat pour que l'automatisation de la banque se fasse? Alors, l'automatisation de la banque, c'est-à-dire la collecte bancaire aujourd'hui, elle est déjà existante dans Loop au travers de l'interface comptable classique. Donc, quoi qu'il arrive, ça n'empêche pas de collecter vos transactions bancaires, même si toutefois vous n'utilisez pas le robot pour faire la saisie des achats et des ventes. Donc, ce qui est un peu dommage. L'idée, c'est d'avoir une expérience globale. Là, on ne remplace pas le principe de collecte, on déporte le traitement du relevé bancaire, en fait. C'est-à-dire que c'est plus la comptabilité avec des règles que vous avez définies qui va permettre la génération de l'écriture. Là, c'est vraiment le robot qui va capter le flux en direct et qui, lui, va mettre en place tous ces outils d'intelligence artificielle pour aller vous faire la génération de l'écriture, de l'apprentissage des relevés qui lui sont transmis par rapport au type de dossier sur lequel vous êtes, et la génération d'écriture, et le lettrage automatique derrière s'il trouve la facture d'achat et de vente. Donc pour bénéficier de tous ces automatismes faits par le robot, il faut qu'en effet, vous ayez dans la même interface du robot la gestion des achats, des ventes et des transactions bancaires pour avoir l'expérience la plus complète possible. Donc c'est un tout. C'est un tout. Merci Cyril. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi pour compléter ce que Cyril disait quand il parlait du rapprochement automatique, c'est qu'ici, en fait, il y aura déjà une partie du rapprochement qui aura été faite. Donc, pour les écritures
laquelle on est sûr du rapprochement, ce rapprochement sera déjà fait. Et donc là, vous ne verrez que les écritures pour lesquelles on n'est pas sûr du rapprochement et pour lesquelles vous devez aller compléter et faire le rapprochement manuel. Et d'ailleurs, Marianne, pour certains clients qui ont mis en place Flow avec la DSP2, ce rapprochement-là est déjà en production et du coup se fait déjà. Petit rappel pour ceux qui veulent se tenter à Flow. Et donc, voilà, pour finir, là, je rentre dans mon écriture de banque en voyant, en fait, donc, ça ressemble exactement à ce que je pourrais trouver dans mes écritures d'achat ou de vente avec le détail de mon écriture. Et bientôt, dans un prochain webinaire, on aura également la possibilité de faire le rapprochement dans cet écran-là qui aujourd'hui n'est pas encore existant. Voilà. Donc, l'idée, c'est de garder avec les écritures de banque, en fait, la même expérience qu'avec avec les écritures d'achat, sauf qu'on va les complémenter et on va aller complémenter l'expérience du robot. Voilà, donc ce qui est vraiment important de retenir, c'est qu'on va vous présenter que ce qu'on n'a pas pu traiter à votre place, hein. Donc normalement, plus on est performant et moins vous aurez de transactions visibles à finaliser sur la prise de décision du tiers ou du compte d'attente. Donc voilà, c'est vraiment l'interface qui va être à disposition lorsqu'on n'a pas pu le faire de manière totalement automatisée. On voulait vous montrer une autre vue. Je vous ai parlé tout à l'heure du dashboard de TVA. Je vais reprendre le partage, comme ça vous aurez un peu une exhaustivité sur les deux sujets principaux. J'espère que je suis en capacité de partager un écran à minima. C'est bon, dans un écran. C'est bon, ça tient? Parfait. Oui, c'est bon. Donc là, alors, vous connaissez cette interface, hein, c'est là où vous allez faire votre déclaration de TVA, soit tous les mois, soit tous les trimestres, ou parfois même tous les ans selon la configuration du dossier. Donc là, vous aurez un nouveau petit onglet qui vient alimenter ce déclaratif, qui est ce qu'on a baptisé préparation. Et ici, on va vous présenter tout un tas d'éléments de contrôle pour être sûr que vous avez bien traité tous les éléments relatifs à la déclaration de TVA. Donc vous avez plusieurs widgets. Il y a un premier widget ici. Alors là, il n'est pas malheureusement sur mon dossier de test, il n'est pas nourri d'informations, mais ici on va vous présenter tous les éléments qui n'ont pas été traités dans le robot, sur lesquels on avait besoin de votre intervention. Typiquement aujourd'hui, vous auriez, alors ça va être splitté avec achat, vente et banque, hein. Il faut imaginer qu'on a trois petites puces différentes et sur les achats, on va vous dire, bah voilà, il y a 3 achats qui ne sont pas validés. Donc l'écriture comptable n'est pas comptabilisée. Pour autant, ces achats sont sur la période de déclaratif de TVA. Donc par un simple mécanisme de clic, vous allez arriver directement dans l'interface du robot sur les 3 factures d'achat concernées. Vous allez terminer le travail de validation de ces factures d'achat pour confirmer leur prise en compte dans la déclaration de TVA. Donc là, ça va être vraiment tout ce qui est en lien avec l'interface du robot, là où on a besoin de votre aide pour finir le travail sur la période déclarative sur laquelle vous vous situez. Ensuite, on vous a mis un second dashboard pour vous donner un peu une volumétrie des éléments traités dans le temps. C'est-à-dire que là, si vous faites votre déclaration de TVA du mois de janvier, bah là, vous êtes à même de vous dire, mais c'est bizarre, là, j'ai que 11 achats sur le mois de janvier, alors que habituellement, je vois qu'en novembre, j'en avais 60, en octobre, j'en avais 21. Bon, potentiellement, peut-être qu'il me manque des factures et que mon client ne m'a pas donné toutes les factures d'achat. Donc ça permet aux collaborateurs d'avoir un peu de sentir un peu l'état du dossier. Est-ce qu'il est habituel? Est-ce qu'il y a une incohérence? Est-ce que je dois relancer mon client pour collecter des éléments éventuellement manquants? Ensuite, vous avez tout un tas de contrôles au travers des écritures et au travers du lettrage qui vous sont présentés. Donc typiquement, on va décider qu'il y a un compte d'attente 471 qui est encore dans la comptabilité. Il va falloir intervenir parce que peut-être que c'est le règlement d'un tiers et si ce tiers est à l'encaissement, eh ben forcément, ça a un impact sur la déclaration de TVA. Pour les contrôles, on va regarder quels sont les comptes de chiffre d'affaires qui vont nourrir le cadrage de TVA pour lesquels on n'a pas associé de taux de TVA. Ça va nous permettre de faire la reconstitution du cadrage de TVA base par taux.
Et puis toujours dans un souci de coller à la TVA sur encaissement, on a la partie lettrage. Donc typiquement, si toutefois vous aviez des clients, des soldes de clients à 0 pour lesquels le lettrage n'aurait pas été opéré, ou des fournisseurs à 0 pour lesquels le lettrage n'aurait pas été opéré, il va falloir que vous alliez terminer cette action de lettrage, parce qu'avec la TVA sur lettrage, c'est ce qui déclenche le fait d'alimenter la prise en compte du règlement de la facture sur le déclaratif sur lequel vous êtes. D'autres typologies d'alerte, là vous les avez pas toutes, c'est pas exhaustif parce que c'est en fonction de la qualité du dossier et des contrôles à opérer qu'on vous les présente ou non. Mais typiquement, si vous avez des fournisseurs débiteurs, on vous met une alerte, on vous dit tiens c'est bizarre, allez voir ces fournisseurs-là, ils sont débiteurs, il nous manque des factures ou peut-être que c'était un acompte, enfin il faut aller enquêter. Ensuite, une fois que vous avez passé les étapes de contrôle, bien évidemment, quand vous avez réglé toutes les problématiques du dossier, les éléments disparaissent de l'écran pour que vous ayez vraiment l'exhaustivité de ce qui vous reste à régler. On vous donne sur la partie basse une vue sur la trésorerie pour que vous soyez en capacité de vous projeter. Alors là, il en manque une petite vignette à côté là, qui est en cours de création, qui sera la projection de la déclaration de TVA qui est en train de se faire. C'est-à-dire que vous saurez que la TVA à payer qui se dessine sera de 10 000 €. Donc, si vous avez 10 000 € de TVA à payer sur la période sur laquelle vous êtes, en face, vous verrez qu'en trésorerie, vous n'avez pas assez de cash disponible pour faire face à la déclaration de TVA. Donc ça permet d'anticiper la situation avant de faire le paiement, de bien s'assurer quelle est la position de mon compte bancaire dans l'entreprise. Est-ce que l'entreprise va être en capacité d'honorer son paiement et auquel cas d'alerter votre client pour lui dire attention, là, il faut remettre du cash pour assumer la période déclarative. Donc voilà, donc l'idée c'était vraiment d'arriver à vous donner tout un tas d'éléments pour que vous soyez le plus en sécurité possible sur les données qui vont alimenter la déclaration de TVA. Et bien évidemment, plus vous donnez l'automatisation à faire par le robot, plus vous allez vous retrouver dans cette situation simplement de contrôle et non plus de saisie classique telle que vous pouvez encore la vivre sur certains de vos dossiers. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui sur nos avancements sur la TVA. Et ce qu'on espère, c'est que d'ici fin juin, on sera en capacité d'avoir quelques cabinets en version bêta pour derrière ouvrir tout ça durant l'été. Super, merci. Voilà, Reda. Donc, oui, pas mal de boulot quand même. Une nouvelle interface, des flux automatisés, du flow. Donc, on est, voilà, vous êtes en période fiscale et nous, on est en période d'automatisation de la TVA. Donc, il y a pas mal de choses et rendez-vous, oui, comme l'a dit Cyril, quelques clients à juin et ensuite généraliser tout cela. Ça peut être étape par étape, comme ça peut être l'expérience complète. Merci Cyril, merci Marianne. On va passer. Oui. Vous voyez bien mon écran? Oui, on voit bien ton écran, Marianne. Ouais, tu peux passer à la slide suivante si tu veux. Donc moi, je vais vous parler d'autres travaux, toujours en cours. C'est plutôt la roadmap des API. Donc, si tu peux passer à la slide suivante, Marianne. Sur la partie API, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? De quoi on peut parler? La première chose, c'est aujourd'hui, je rappelle que Loop est ouvert. Comment il est ouvert? Tout partenaire ou cabinet qui le souhaite peut se connecter à une application tierce, que ce soit un partenaire qui veut pour ses clients ou que ce soit le cabinet qui veut créer un outil interne et qui veut pouvoir requêter, pouvoir avoir des choses un peu différentes. Donc, en fait, tous ces API partenaires sont publics, sont documentés. Il y a une page dédiée pour ces API. Et la toute nouveauté, si on peut passer sur la slide d'après, c'est l'ouverture de l'API cabinet. Alors, l'API partenaire, c'est quelque chose, comme vous l'avez dû le voir dans vos cabinets, enfin dans vos paramétrages de cabinet, c'est tout ce qui est, aujourd'hui on a Libéo, Regat, LexisNexis, donc c'est tout ce qui est en partenariat, puisqu'il y a tout un process de partenariat avec Cegid et effectivement ces partenaires-là. Ça, c'est inclus dans votre offre. Cegid Loop, par nature, vous avez d'ailleurs depuis le 1er février
vous avez quelque chose qui s'est rajouté dans votre CJ de Live, dans votre parc CJ de Live, API Key Standard a été rajouté dans vos souscriptions qui est inclus. Et ensuite, on a le côté optionnel, c'est la partie API cabinet. C'est un forfait supplémentaire. Que permet de faire l'API cabinet? C'est requêter quoi? C'est requêter tout ce qui est interne au cabinet. Liste de dossiers, liste d'utilisateurs, etc. Si tu peux passer sur la slide d'après, Marianne, s'il te plaît. En fait, la partie API cabinet va vous permettre de requêter sur les paramètres cabinet. Clients, collaborateurs, groupe de travail, dossier comptable, provisionner, rajouter des dossiers parce que vous avez une CRM à côté propre à votre cabinet et vous souhaitez, en créant une opportunité sur le CRM, ça crée le dossier, la partie engagement par rapport aux lettres de mission, mais également si vous avez une gestion interne à côté ou que vous utilisez par exemple BI, vous allez pouvoir créer des workflows. Mais pour ça, en fait, vous avez besoin de requêter sur ce qu'on appelle la base cabinet. Et la base cabinet, elle est optionnelle par rapport au socle d'ouverture des API CJLO. Donc, souscription nécessaire. Ne pas hésiter à vous rapprocher soit de votre CSM, soit de votre commercial qui vous expliquera un peu comment ça se passe pour pouvoir activer la partie API cabinet. Où on en est dans les API? Alors, les API aujourd'hui, par rapport... Oui, on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, Marianne. Où on en est? Alors, ce qui est disponible aujourd'hui, ce que vous avez vu dans vos écrans, c'est Lexis, Libéo, Regat. D'ici fin Q2, on aura Secha et Ingenio. Secha, c'est quoi? C'est un outil qui permet d'analyser et de partager les détections d'anomalies à l'intérieur de votre dossier pour améliorer la révision. C'est un outil qui analyse en temps réel, en fait, ce qu'il y a dans la compta et ce qu'il y a dans la révision pour pouvoir vous sortir des anomalies supplémentaires ou des anomalies que vous avez définies, des scénarios que vous avez définis pour pouvoir le sortir. Également, Ingenio. Alors, Isabelle pose la question de combien coûte la licence API. C'est une colle pour moi, je ne l'ai pas préparé, je suis désolé, mais si vous pouvez me mettre votre mail, je vous dirai combien ça coûte la partie API licence et vous envoyer un mail sur l'information. Sinon, vous vous rapprochez de votre commercial ou CSM. Pour revenir sur Q2, donc fin Q2, on aura Secha et on aura Ingenio, qui est un outil de pré-compta type QuickBooks, etc., qui permet de collecter les factures, les relevés de banque et les notes de frais directement dans votre outil de prod, Loop. En cours de développement, Emasphere, RCA, BI, Expensia, Figure. En fait, Figure, c'est un outil de pilotage, suivi de trésor, prévisionnel. C'est une start-up qui est gérée au sein du CJ Data Lab, qui est en fait spécialisée dans le prévisionnel, le pilotage à partir de ce que vous avez dans les dossiers. C'est assez intéressant. C'est une petite start-up qui monte et qu'on accompagne dans ce sens-là. Après, dans ce même groupe, on voit des majors type Expensia, RCA que vous attendez tous, BI. C'est en cours de développement avec une dispo Q3, Q4. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, une API, ça se construit à deux et du coup, il y a des allers-retours, il y a des ajustements et comme ça touche des choses un peu plus pointues, pour vous délivrer la meilleure expérience sans couture, forcément, il faut un peu plus de temps. Démarrage des développements avec Canto, avec Penny Lane. Là, vous voyez, concurrent, pas concurrent, et puis on fait quand même des rapprochements parce que l'idée, c'est que vous ayez le best of breed, peu importe votre client ou ce que vous utilisez. Là, rien n'est prévu avec Dext, effectivement, Carole. Pour le moment, rien n'est fermé, c'est juste qu'il n'y a pas eu d'ouverture. Et juste pour faire un petit clin d'œil par rapport aux personnes qui ont parlé, qui ont proposé, parce qu'on vous avait avec Pierre, qui n'est pas présent aujourd'hui, mais on vous avait suggéré quels sont les connecteurs que vous aimeriez avoir. Beaucoup d'entre vous ont parlé de celle-ci. Et celle-ci est dans les tuyaux. On commence à se rapprocher d'eux et essayer de construire une expérience également sur la partie avec l'API cabinet dont on a parlé tout à l'heure.
Isabelle demande sur la partie Je sais expert pour la signature des lettres de mission et des plaquettes. Alors, pour les lettres de mission, c'est déjà le cas, Isabelle. Si vous faites votre GI sur Loop, la signature électronique avec Je sais expert est déjà présente. Sur les plaquettes, c'est en cours. On n'a pas mis ici parce que on estime que les travaux sont déjà là. Par contre, Xavier qui pose la question sur Silae. Alors, Silae, c'est connecté. Maintenant, c'est à Silae de vous délivrer un compte. Et c'est assez compliqué parce que Silae ne veut pas délivrer aux clients ces comptes-là. Donc, nous, on est Silae Ready. Voilà, ça c'est dit. On est Silae Ready. On peut recevoir les données, on peut se connecter. Mais voilà, il y a encore des difficultés côté Silae pour avoir ces informations. Et Silae revient à tous les webinaires. Tu peux passer à Marianne à la prochaine. Et puis, normalement, Damien doit nous rejoindre, donc que je vais appeler aujourd'hui parce que lui a pas mal d'annonces, vraiment pas mal d'annonces à nous divulguer sur la partie Cegid-Flow. Donc, Damien que j'appelle là, il va intégrer le call. Damien, tu es parmi nous, super. Tu m'entends très bien, Damien, tu es avec nous? Damien, allô? Bonjour Reda. Salut Damien. Tu m'entends? Je suis désolé, j'avais le micro coupé, excusez-moi. Je t'entends, super. Si tu as la caméra, on peut te diffuser également. C'est encore mieux. Hop, super. Et puis, je peux diffuser le contenu. Hop, et voilà, on te voit Damien. La parole est à toi. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur Flow, sachant que tu n'étais pas là au dernier webinaire, donc il y a eu des choses quand même qui ont été faites et des big décisions qui ont été prises. À toi, l'honneur. Absolument, absolument. Bonjour à tous. Merci Reda de m'inviter à nouveau à partager tout ce qu'on fait sur Cegid-Flow. Alors peut-être avant de vous délivrer ce que l'on lance, je voudrais juste remettre un petit peu dans le contexte pour m'assurer que la vision qu'on porte dans cet univers d'applications connectées, Cegid-Flow avec Cegid-Loop, qu'on partage bien les mêmes objectifs. Et donc je voulais revenir d'un point de départ qui est quand même assez clé, qui est finalement vos clients. Voilà, j'ai ressorti ce chiffre-là qui disait, on était en 2019 avant la crise, on avait déjà 6 dirigeants sur 10 qui exprimaient ce besoin d'instantanéité, de pouvoir être dotés de solutions qui révèlent au fil de l'eau des informations sur leur chiffre d'affaires, les échéances de factures fournisseurs clients, de la trésorerie, voire même, plus que de l'instantanéité, de la prospective sur où va s'orienter ma trésorerie. Donc ça, c'était un premier rappel sur le point de départ que je voulais faire. Et puis, si tu vas sur le slide suivant, effectivement, Reda, le deuxième point que je voulais faire, c'est que effectivement, ce besoin d'instantanéité, il commence à être satisfait par de plus en plus d'acteurs qui arrivent sur le marché, ce qui est en somme toute une excellente nouvelle pour tous les entrepreneurs, mais qui aussi propose assez clairement, voire explicitement, d'ubériser la profession comptable. On voit des messages qui passent de certains acteurs qui clairement affichent arrêtez de travailler pour votre expert comptable, nos technologies savent faire la compta par elles-mêmes. Voilà, je voulais juste rappeler qu'on ne souscrit pas du tout à cette vision, là. On est beaucoup plus dans une vision de la collaboration entreprise-expertise comptable, et c'est toute la logique de l'univers des applications connectées, et notamment Cegid-Flow avec Cegid-Loop, dont on va parler un petit peu plus. Alors, donc aujourd'hui, ce besoin d'instantanéité, comment est-ce qu'on le satisfait? On a aujourd'hui, dans la technologie qu'on met en œuvre, 3 briques constitutives, on va dire, de cette capacité à réaliser cette instantanéité. La première, c'est la capacité à traiter de manière automatisée les flux achat-vente. Vous êtes tous informés que dans PIA, une partie de PIA, c'est de l'OCR, capable d'extraire des informations à partir de pièces.
C'est aussi des applications connectées, interopérées, et je crois savoir que prochainement, vous aurez par exemple Cegid de e-facture qui sera interopéré directement avec votre outil de production. Et puis demain, vous n'êtes pas sans savoir que la facture électronique va arriver et qui représente, à mon sens, l'ultime étape de l'aller et venue des flux sans limite, de manière instantanée, puisque finalement, ils vont être transmis à la vitesse où ils sont produits, finalement, par les entrepreneurs lorsqu'ils émettent des factures ou par leurs fournisseurs qui leur envoient leurs factures. Et donc, ces flux achat-vente, on sait les traiter. On sait les traiter de manière automatisée. Et donc, c'est une grande étape de l'automatisation qu'on sait mettre en œuvre. La deuxième brique, ce sont les flux bancaires, qui sont extrêmement importants. Vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est un sujet essentiel. Vous êtes nombreux à collecter ces flux, notamment avec des formats EBIX, avec des solutions comme Je déclare par exemple. Ce sont déjà des solutions qui vous permettent d'automatiser, on va dire, l'import de ces flux. Nous sommes en train de mettre en place pour vous la collecte par API DSP2, cette réglementation européenne qui nous permet d'avoir accès à la donnée bancaire avec le consentement de vos clients évidemment, mais directement par API auprès des banques, ce qui nous offre une qualité, une instantanéité de données qui est absolument exceptionnelle et on va y revenir par la suite. Et puis la troisième brique, qui est, j'ai envie de dire, à la confluence de ces flux achat-vente et de ces flux bancaires, eh bien, c'est notre robot comptable qui sait traiter ces données extraites par l'OCR en écriture comptable, qui sait traiter des flux bancaires en écriture de banque aussi, et qui est capable de faire le rapprochement, le lettrage entre les flux bancaires et les flux achat-vente. Si bien qu'à l'arrivée, eh bien, une donnée automatiquement collectée, projetons-nous un peu dans, par exemple, demain quand la facture électronique sera là, une donnée automatiquement collectée à travers la facture électronique, dont le paiement aura été fait et dont l'information du paiement aura été collectée par API DSP2, eh bien, on saura les rapprocher, on saura les traiter, et votre client pourra être informé en quasi temps réel d'un paiement qui correspond à telle facture. Donc on met en œuvre en fait toutes ces technologies qui permettent aujourd'hui l'instantanéité et on affirme de manière assez claire qu'on va vraiment dans ce monde de l'automatisation. Voilà, et à la différence des acteurs qui prônent cette automatisation, notre enjeu, ça va être de faire de cette automatisation un levier de la valeur de votre cabinet, bien évidemment. Donc, je voulais faire un focus ensuite sur cette DSP2, effectivement, que l'on met en œuvre, puisque vous allez le voir, on lance officiellement cette offre de collecte bancaire par API DSP2. Pour faire un rapide comparatif entre la DSP2 et les BICS que vous vivez aujourd'hui. Donc, cette DSP2, c'est 100% des banques qui sont concernées par cette réglementation européenne. Donc, c'est la promesse d'avoir toutes les banques référencées et ne plus avoir de spécifique avec quelques banques que ce soit à faire. Donc, aujourd'hui, pour tout vous dire, on doit avoir à peu près 95% des banques qui sont en place. On a deux grandes banques qui nous posent encore problème, qui n'ont pas encore délivré leurs obligations. C'est HSBC d'une part et Banque Populaire pour les comptes professionnels, uniquement les comptes professionnels, puisque Banque Populaire a délivré son API DSP2 pour les comptes particuliers. Voilà, donc les flux EBIX et DSP2 sont de bonne qualité. La différence quand même, c'est que pour avoir une qualité équivalente, vous savez certainement qu'en fait des flux EBIX, on est obligé d'imposer un délai à J+4 pour effectuer des corrections sur les flux qui arrivent, alors qu'avec des API DSP2, on va avoir une fraîcheur de données qui est journalière. Et ça change beaucoup dans l'expérience que vous pouvez faire vivre à vos clients, notamment à travers Cegid Flow, on va y venir. Un autre avantage de la DSP2, c'est que la réglementation définit que 3 mois d'historique minima peuvent être récupérés. Ça, c'est quand même assez utile quand vous avez un entrepreneur qui devient client du cabinet et qui a créé son entreprise il n'y a pas si longtemps, de ne pas avoir à faire des imports nouveaux. Et puis,
un point assez essentiel dans l'organisation du cabinet, je pense, c'est la fin de la gestion des mandats grâce à ces API DSP2, puisque le consentement à vous partager les données bancaires est effectué par l'entrepreneur de manière totalement digitalisée dans l'application Cegidflow que l'on déploie avec vous. Donc effectivement, c'est sans délai. À partir du moment où vous activez la DSP2, votre client dans Cegidflow est informé qu'il n'a plus qu'à donner son consentement. Il lit son compte bancaire en entrant son login mot de passe bancaire et c'est parti, vous recevez les flux. Il faut effectivement que votre client soit bien informé, qu'il soit suffisamment agile, je dirais, avec l'appli mobile pour rentrer lui-même ses logins mots de passe, mais c'est quand même beaucoup moins fastidieux à administrer par vous-même. Et puis enfin, comme on l'a dit, ces flux DSP2, on les traite avec le moteur d'intelligence artificielle qui va être capable de passer les écritures sans même que vous n'ayez à créer vous-même des règles d'affectation pour ventiler le mouvement la transaction dans le bon compte. Ce qui est donc là encore un gain de productivité pour vous puisque ces flux vont se générer de manière totalement autonome. Voilà pour la comparaison EBIX DSP2. Et si tu veux bien, Reda, aller sur le slide suivant. Donc ça me permet de vous réintroduire dans ce contexte-là l'application Cegidflow. Donc je pense qu'une partie significative d'entre vous ont déjà entendu parler de l'application. Donc en quelques mots très rapidement, c'est une application qui est destinée plutôt aux gérants de très petites entreprises. On vise plutôt les 0 à 10 salariés, c'est-à-dire des chefs d'entreprise qui souhaitent avoir en un coup d'œil une vision sur la situation financière de l'entreprise. C'est évidemment pas un outil de pilotage qui permet de faire des analyses détaillées, des scénarios de trésorerie. C'est pas du tout l'objectif. C'est vraiment en quelques minutes, en situation de mobilité, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, qui dois-je payer, qui doit me payer, est-ce que mon atterrissage de trésorerie fin de mois s'oriente bien, est-ce que je vais pouvoir payer les salaires par exemple sans aucune difficulté. L'application propose, donc ça fait partie des choses que l'on sort et que l'on annonce, propose à votre client de payer les fournisseurs en quelques clics sans sortir de l'application. C'est une nouvelle fonctionnalité qui était très attendue. Voilà. Et puis suivra ensuite très prochainement la capacité de relancer ses clients qui n'ont pas payé en incluant dans la relance client un bouton de paiement qui permettra au client de votre client, le débiteur en bout de chaîne, de payer votre client en quelques clics. Et là aussi, on pense qu'on a une expérience très simple à proposer pour permettre d'accélérer les paiements et là encore faciliter, améliorer la vie des entrepreneurs. Voilà pour l'essentiel de l'application. Alors, quelles sont les nouveautés que l'on annonce aujourd'hui ? Donc, on va rendre l'application, on va la mettre vraiment en commercialisation, cette application, avec une fonctionnalité de souscription pour vos clients. Donc, tous les utilisateurs qui vont télécharger l'application auront 30 jours d'essai gratuit pour la tester dans son intégralité. Et ensuite, l'application sera payante à 14,99 € par mois ou 149,90 € par an. Ils peuvent choisir le modèle qu'ils souhaitent. On effectue pour l'instant une offre de lancement. C'est 30 jours d'essai gratuit vers lesquels on va converger. On fait pour l'instant 3 mois de gratuité pour tous les nouveaux utilisateurs. Donc je dirais c'est le moment d'en profiter pour activer Cegidflow chez vos clients et leur laisser plus de temps encore pour essayer l'application. Et puis, vous allez le voir, c'est un point clé de ce que je vous partage aujourd'hui. Le consentement DSP2 sera disponible dans l'application sans limite de temps que votre client souscrive ou non à une version payante de l'application. Donc, si vous choisissez de mettre en place la DSP2 comme mode de collecte bancaire sur les dossiers, il suffira uniquement pour vos clients d'avoir l'application gratuitement dans leur téléphone. Ils pourront l'essayer gratuitement dans l'ensemble des fonctionnalités et à l'issue de cette période d'essai gratuite, si votre client ne souhaite pas souscrire,
il pourra toujours consentir et renouveler son consentement, qui, vous le savez, est tous les 3 mois. Bientôt, il sera tous les 6 mois seulement. Et ben, ça permettra à votre client de renouveler son consentement et de vous garantir à vous, cabinet, bien évidemment, une continuité dans la collecte du flux bancaire et surtout aucune rupture. Donc, Point essentiel. Pour reprendre Damien, si je mets en place Flow chez mon client, je suis assuré d'avoir le consentement qu'il ait acheté Flow ou qu'il n'ait pas acheté Flow. Absolument. Absolument. Voilà. Ça, Donc, on aligne vraiment nos intérêts. Notre objectif, c'est aussi de faire en sorte que votre client ait dans ses mains une expérience très simple qui le sensibilise sur la situation financière de son entreprise et vous permet, vous, donc, de mieux, j'ai envie de dire, placer votre accompagnement vers votre client, puisqu'il va avoir un outil qui va lui permettre quelque part de se dire bah, mon expert comptable est dans ma poche partout tout le temps. Et si jamais il y a une alerte de trésorerie ou si jamais il y a une échéance client qu'on n'arrive pas à se faire payer, eh bien on peut prendre langue ensemble avec notre expert comptable et réfléchir aux solutions à mettre en place pour pallier à ce type de difficulté-là. Et c'est là que toute votre valeur d'accompagnateur va s'exprimer. Et si votre client est outillé pour être sensibilisé à tout ça, eh bien, on pense qu'il sera beaucoup plus facile pour que vous alliez vraiment introduire tout l'accompagnement que vous pouvez faire. Voilà. Et donc notre objectif, il est commun. Je pense, il est de mettre l'application dans le téléphone de vos clients, mais surtout de vous garantir que le flux bancaire en mode DSP2 pour lequel vous avez opté sera toujours disponible pour vous. Voilà. Et puis sur le plan purement fonctionnel de l'application, il y a des nouveautés qu'on sort. Alors attends, Reda, si tu veux bien revenir juste pour évoquer les quelques nouveautés pour ceux qui connaissent déjà l'application et qui vont voir ça apparaître très prochainement. Première chose, l'application sera encore plus alertante pour vos clients. On va lancer les notifications hebdomadaires où bien la liste des factures à payer ou à recevoir sera rappelée dans une petite notification sans même avoir à ouvrir l'application sur son téléphone. C'est le téléphone qui va lever une petite notification le lundi matin pour dire votre semaine sur Cegid-Flow, vous avez 5 factures à payer pour 15 000 € et 10 factures à recevoir pour 25 000 € par exemple. Voilà, on va avoir l'alerte paiement en retard. Un client qui ne s'est pas fait payer une facture avec du retard pourra être notifié que son client ne l'a pas payé. Donc là encore, toujours de la fonctionnalité de la notification pour être toujours plus éveillé à la situation financière et la soigner toujours mieux. On va lancer la catégorisation des dépenses qui était un placeholder dans l'application. Il y avait, vous voyez peut-être le petit camembert là, ou le pie chart là, que vous voyez sur l'analyse des dépenses mensuelles. Eh bien, on livre ça. Donc, les dépenses seront catégorisées. Vos clients pourront avoir une analyse de premier niveau des catégories de dépenses qu'ils effectuent et éventuellement essayer d'améliorer leurs dépenses. On va améliorer le prévisionnel de trésorerie. On sait très bien que donc les prévisions de trésorerie se font depuis une source de vérité qui est votre donnée dans la production comptable. Ceci étant, on sait très bien que l'entrepreneur peut savoir qu'un client ne va pas payer à la date prévue ou qu'il a une facture fournisseur pour laquelle il négocie avec son fournisseur qu'il va payer peut-être avec un peu plus de délai de paiement. Donc, il va pouvoir exclure une facture douteuse du prévisionnel, par exemple, ou modifier une date prévue de paiement d'une échéance pour affiner un peu plus sa prévision de trésorerie. Voilà, on n'est pas dans le scénario de trésorerie, bien évidemment, mais on peut donner un coup de main à l'entrepreneur pour mieux payer ses fournisseurs, mieux relancer ses clients, tout en respectant les fournisseurs, en se disant on ne va pas juste faire le dos rond et ne pas payer. On va prévoir une date différente de paiement de la facture fournisseur et on va appeler le fournisseur pour respecter la relation qu'on entretient avec lui. Ça nous semble très important. Et dans ce rôle-là, vous avez évidemment un accompagnement, bien sûr, je pense, très riche à apporter à votre client. Voilà, la TVA, la prévision de paiement de la TVA sera plus précise encore. Ce sont des choses qu'on a améliorées. Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on va lancer les paiements fournisseurs.
depuis Cegidflow. Et puis, donc là, je l'ai présenté ici, mais il faut l'attendre pour d'ici un mois à peu près, le bouton de paiement dans les relances clients. Donc là, c'est votre client qui va pouvoir inclure un bouton pour se faire payer en ligne par son client. Donc tout de suite les paiements fournisseurs et dans un mois, les paiements clients. Alors j'ai vu, Damien, c'est peut-être une question bête, mais Q2, ça veut dire quoi, Q2? Q2, ça veut dire fin Q2 en général. Deuxième trimestre. Ouais, mais c'est en général, parce que là, c'est des choses qui ne sont pas en général. C'est-à-dire que là, tout ce que je vous ai décrit là, à l'exception du bouton de paiement, c'est des choses que vous verrez arriver mi-avril, fin avril. Ces nouveautés-là. D'accord. Le transfert de documents multipages, idem, ça fait partie des livraisons mi-avril. Tout ça est développé, testé. Maintenant, c'est des sujets de mise en production uniquement. Voilà, le transfert de documents multipages, c'est j'ai une facture fournisseur, plutôt que d'envoyer les pages une à une, je prends l'ensemble de photos des pages et j'envoie le document multipage. Donc c'est une amélioration qui était nécessaire et qu'on livre par ailleurs. Donc surtout, n'hésitez pas à parler de Flow quand vous faites vos rendez-vous bilan avec vos clients. Simple à mettre en place, rapide, et puis vous verrez si ça accroche ou pas avec des petites fonctionnalités qui arrivent fin avril, c'est ça? Exactement. Voilà, et parlons maintenant un petit peu pricing, même si j'ai un petit peu déjà parlé du prix de l'application Cegidflow. Je vous l'ai dit, on lance notre offre de... On a justement pas mal de questions sur le pricing. Parfait, excellent. N'hésite pas à m'interrompre Oui, s'il y a des précisions dans la manière dont je le présente, hein, Reda, surtout. Non, je les ai retenus justement pour cette partie. Donc, on lance la collecte bancaire par API DSP2 au tarif, vous le voyez là, de 99 centimes par IBAN et par mois. Cet IBAN n'est pas compté si votre client souscrit à l'abonnement payant de Cegidflow à 14,99 €. C'est un tarif purement donc à la consommation. Hein. Vous payez pour le nombre d'IBAN que vous avez activé en DSP2 exclusivement. Ça inclut bien évidemment donc toute l'intégration automatique du flux bancaire. Ça vous permet d'avoir un historique et une qualité de données augmentée. On commence à avoir un retour d'expérience qui nous permet d'être serein sur la qualité des données. Et ça inclut bien sûr tout le travail du traitement de ces données bancaires par le moteur d'IA, sans même que vous n'ayez à créer des règles d'affectation bancaire. Donc là, on entre vraiment dans l'ère de l'automatisation de la production dans le journal de banque. Voilà, et comme je vous le disais tout à l'heure, hein, quitte à se répéter, votre client, dès lors que vous activez cette DSP2, va pouvoir consentir dans Flow, dans sa version gratuite, pendant les 30 jours d'essai gratuit ou après les 30 jours d'essai gratuit, sans limite de temps, pour garantir que tous les 3 mois, bientôt tous les 6 mois uniquement, parce que la réglementation évolue là-dessus, vos clients pourront consentir à nouveau et continuer à faire en sorte que le flux bancaire arrive dans votre production comptable. Avec cette technologie DSP2, les paiements fournisseurs dont on a parlé, je ne vais pas rentrer plus en détail, mais c'est aussi grâce à cette technologie DSP2 que vous pouvez faire des paiements, que votre client peut faire des paiements fournisseurs et du request to pay, hein, des demandes de paiement à leurs clients pour être payés. Le request to pay, hein, juste pour vous dire comment ça marche, c'est votre client qui va, dans la relance client qu'il va faire, demander un paiement, ça va inclure un bouton de paiement, et quand le client de votre client, le débiteur, va cliquer sur ce bouton-là, il va arriver sur une interface où le montant de la facture qu'il doit payer sera pré-rempli, et il n'aura plus qu'à confirmer, s'authentifier avec sa banque pour effectuer le paiement, comme vous faites des paiements à titre personnel où, vous savez, souvent vous êtes redirigé vers votre appli bancaire pour confirmer une opération. C'est exactement la même chose. Donc, plus de RIB à s'échanger, plus besoin de rentrer le RIB du fournisseur dans le compte bancaire du débiteur, de perdre encore 48 heures le temps que la banque inscrive ce RIB, etc. Tout ça, c'est fini. Il suffit de cliquer sur le bouton de paiement et confirmer avec l'authentification forte dans son appli bancaire qu'on valide bien l'opération.
Est-ce qu'il y a des questions, Reda, déjà sur le prix Oui, oui, il y a des de la collecte bancaire? questions. Alors, pas sur le prix, il y a une question de Anonyme. Donc, Anonyme pose la question, le consentement client est obligatoire tous les 3 mois que le client souscrive à Cegid-Flow ou non. Si le client ne télécharge pas Cegid-Flow, comment se fait le consentement? C'est la seule condition requise, c'est télécharger l'application Cegid-Flow gratuitement sur son téléphone. C'est le seul prérequis. Donc, ça n'a aucun coût pour votre client ni pour vous, ce téléchargement d'application. Il faut qu'il télécharge l'application, il se logue, vous aurez donné accès vous-même à l'application Cegid-Flow. Il se logue et une fois dans l'application, il a un petit bouton qui l'invite à lier sa banque. Il clique dessus, il a qu'à rentrer son identifiant et mot de passe bancaire. Et le consentement est donné. Et automatiquement, vous voyez les flux arriver dans Cegid-Loop. Donc, pas d'obligation d'achat, juste un téléchargement de l'appli, un consentement. Si l'application lui plaît pendant le mois d'essai, il peut la prendre. Si l'application, finalement, il la regarde pas trop, ça sera toujours disponible pour le consentement 3 mois après, mais ça a un coût pour le cabinet cette fois-ci, non pas pour l'entreprise, de 99 centimes par mois. Absolument. Super. Et on est conscient, de cette... du fait que quand même, du coup, on fait porter sur votre client cette petite opération tous les 3 mois, bientôt tous les 6 mois, de renouveler ce consentement. Et je pense que ce n'est pas rien. Ça peut être parfois un irritant. C'est moins lourd à orchestrer pour vous que une gestion de mandat. L'avantage des mandats, c'est qu'une fois que c'est fait une bonne fois pour toutes. L'inconvénient du consentement, c'est que c'est à cible tous les 6 mois. Donc, on est conscient que c'est un sujet. C'est pour ça que l'application Cegid-Flow alerte à J-2, à J-1 et le jour J que le consentement arrive à expiration et qu'il va falloir le renouveler. On est conscient qu'il y aura toujours des entrepreneurs qui ne feront pas l'opération. Dans ce cas-là, on a notre équipe de conseillers pour les entreprises qui est à votre disposition par ailleurs, pour rappeler le client si vous le souhaitez. Donc, surtout là-dessus, n'hésitez pas à nous déléguer cette tâche qui consiste à aller peut-être rassurer votre client si nécessaire quant à cette opération de renouvellement de consentement, qui est vraiment une opération qui est uniquement pour que le flux bancaire arrive chez vous, quoi. Il y a 3 questions importantes et il faudra qu'on y réponde assez rapidement. La première, c'est le multi-compte de banque. Oui. C'est prévu, oui, non, ça se passe comment? Donc aujourd'hui, dans Cegid-Flow, Cegid-Flow fait de la consolidation de tous les comptes bancaires qu'il peut y avoir sur un dossier. Simplement, parmi ces comptes bancaires-là, disons que votre entreprise a 3 comptes bancaires, aujourd'hui, seul l'un de ces comptes bancaires peut être en DSP2, en mode de collecte DSP2. Les 2 autres doivent pour l'instant rester je déclare. Voilà. On est en train de travailler sur cette fonctionnalité. La sortie prévue pour cette fonctionnalité-là, c'est fin juin. La fonctionnalité permettant de consentir à autant d'IBAN en DSP2. Voilà, ça va consister simplement à ce que dans l'application, on gère le fait que si dans Loop, vous avez activé 3 banques en DSP2, eh bien dans Flow, il faut qu'une fois que l'entrepreneur a consenti à la première, il y ait un deuxième bandeau de consentement qui s'affiche et puis un troisième pour le troisième compte. C'est une question là de priorité de notre roadmap. Donc fin juin pour mettre sur vos dossiers des banques en DSP2 autant que vous le souhaitez sur les dossiers. Il y a une question intéressante, j'avoue, on n'en a même pas parlé. Je ne sais pas si on le traite ou si peut-être tu l'as traité, Damien. C'est si le client n'est pas un client d'un cabinet, c'est un client direct, en loop autonome, est-ce il sera possible pour lui d'activer Cegid-Flow? Aujourd'hui, c'est exclusivement en lien avec son cabinet d'expertise comptable.
Ok, ouais, je me disais bien, on n'a pas traité ce point-là, mais vous faites bien, Marc, de le noter. Prochain webinaire, on fera un petit. Bon, on C'est vrai essaiera que de c'est la, voir un ouais. peu. Ouais, on essaiera de voir un peu. On l'a pas traité du tout, je pense. C'est la première fois qu'on me pose la question, Ouais. effectivement. Et c'est vrai qu'on a vraiment, nous, on a vraiment conçu Flo dans une expérience de collaboration avec son expert comptable. Et le fonctionnel qu'on va continuer à développer, vous allez le voir dans les prochains webinaires, bien évidemment, mais on va mettre des fonctionnalités de collaboration entre l'expert comptable et l'entreprise. Donc, on est beaucoup plus dans cette approche-là aujourd'hui que dans une approche où l'entrepreneur peut utiliser Flow de manière autonome. Aujourd'hui, il faut exclusivement être en lien avec un expert doté d'un outil de production qui va d'ailleurs lui permettre lui aussi de piloter la relation qu'il a avec son client. Voilà, les alertes reçues sur Cegidflow par l'entrepreneur, par exemple, il serait intéressant que vous et vos collaborateurs receviez ces mêmes alertes, par exemple, pour que vous soyez informés de la même chose au même moment. Peut-être vous être informé de plus de choses, peut-être un peu plus techniques d'ailleurs, sur le plan de l'analyse financière, mais être du coup en mesure d'y répondre. Et Carole, un dernier point avant de te laisser poursuivre, c'est est-ce que si le client ne fait pas le consentement tout de suite, est-ce qu'on peut récupérer l'historique? Oui, comme la DSP2 vous permet de récupérer 3 mois d'historique, ce qu'il faut, c'est qu'à partir du moment où le consentement est expiré, il faut que dans les 3 mois qui suivent, votre client refasse le consentement. Sinon, vous allez commencer, au-delà de ces 3 mois, à perdre des écritures, effectivement. Donc ça laisse quand même un tampon qui permet de pallier éventuellement à un petit délai de votre client le temps qu'il refasse son consentement. S'il le fait à J+10, il n'y aura pas de conséquences du tout sur votre production à vous. Ok, bah poursuivons. Qu'est-ce que ça coûte pour l'entreprise, c'est bien Voilà, ça? bon, on l'a dit effectivement. Donc l'application, on la propose à 14,99 € par mois pour l'entreprise. Voilà, elle est facturée directement depuis les App Store, hein, donc votre client va pouvoir y souscrire directement in-app. Voilà, à l'issue des 30 jours, voilà, il aura le choix de souscrire à l'application ou de ne plus pouvoir que faire le consentement que l'on vous garantit. Voilà, pour chaque dossier, hein, dans ces 14,99 €, c'est un nombre d'utilisateurs illimité par entreprise. Donc si votre client souhaite fournir un accès aux associés de l'entreprise, à certains collaborateurs, c'est évidemment possible. Et je vous le redis, il y a vraiment un accompagnement de notre équipe de conseillers aux entreprises qui est disponible 5 jours sur 7 de 9 h à 18 h. C'est un premier mode de disponibilité. Donc n'hésitez surtout pas à solliciter cette équipe-là. Votre client dans l'application peut solliciter cette équipe directement. Il y a le numéro de téléphone dans l'application et ils peuvent écrire directement au conseiller dans l'application pour le moindre problème qu'il peut avoir. Et ça inclut toutes ces fonctionnalités et d'autres à venir. Vous aurez le temps de les repasser en revue, je pense. Je fais le timekeeper. Tu veux nous résumer un peu ce que Flo fait rapidement sur la slide suivante? Bah, si je reviens un petit peu à l'introduction de mon discours, finalement, dans quel monde est-ce qu'on vous emmène aujourd'hui? On arrive dans un monde où finalement, vous voyez là, les 3 premières étapes de collecte, saisie, production s'automatisent véritablement. Le flux bancaire devient beaucoup plus temps réel avec la DSP2, de plus en plus automatisé dans la saisie, puisque le robot comptable va prendre ces flux DSP2 et les traduire en écriture dans le journal de banque. Pour ce qui est du flux comptable, voilà, on est déjà bien installé, hein, les flux arrivent par votre client, hein, soit avec du mail to GED, soit par des applications connectées qui emmènent directement ce flux. Flow va être un moyen complémentaire d'envoyer les pièces. En 2024-2026, les factures vont être par nature électroniques, donc elles vont être concentrées. Vous allez pouvoir concentrer tous ces flux de factures électroniques sans même que votre client ait à vous les transmettre. Donc la collecte s'automatise. La saisie des écritures comptables s'automatise aussi. Le lettrage se fait. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on travaille
beaucoup plus à vous proposer des outils consistant à superviser finalement les données, à les contrôler, et puis à veiller sur la santé financière de vos clients pour que vous puissiez vraiment être concentré exclusivement sur la relation que vous entretenez avec eux et sur la valeur ajoutée que vous pouvez apporter. Et pour faire la clé de voûte de tout ça, on met en place des expériences utilisateurs comme Cegidflow qui leur permettent à vos clients de suivre leur situation financière au fil de l'eau, d'être éveillés à ce qui se passe dans leur entreprise et à mieux comprendre toute la valeur que vous pouvez apporter. Voilà un peu la synthèse de la vision qu'on est en train d'implémenter aujourd'hui. Merci, merci Damien. Et petite dernière chose, ne pas oublier, il y a un site dédié à cegidflow.cegid.com avec Absolument. pas mal d'informations. Dont la procédure d'activation, hein, pour tous ceux qui veulent activer leur premier Exactement. compte. D'abord, je t'ai coupé la parole, je pense, Reda. Non, mais justement, Ouais. non, tu as bien fait parce que Maxime demande tout de suite D'accord. comment se fait l'adhésion. Bah voilà, tu y as répondu. Il y a du coup toute la procédure d'activation côté l'outil de ProdLoop. Et pour les clients, donc l'App Store, Google Play, ça s'appelle Cegidflow. Téléchargez Cegidflow. Et petit bonus, si vous souhaitez vous amuser vous-même à partir de maintenant, vous la téléchargez. Vous avez un login, un mot de passe que vous voyez affiché à l'écran. Vous la téléchargez, vous regardez un peu comment ça se passe, l'expérience client, et vous pouvez la proposer à vos clients également. Absolument. Ce qu'on a fait avec certains d'entre vous, certainement, peut-être qui est avec nous, certains d'entre vous ont d'ailleurs activé Cegidflow sur un compte propre à eux-mêmes, un compte, soit le compte qui produit la compta du cabinet, soit un compte de démonstration que vous vous êtes créé vous-même. Donc n'hésitez pas à activer vraiment en production en suivant la procédure que vous retrouverez dans cegidflow.cegid.com. Vous avez un onglet mise en route et dans cet onglet-là, vous avez vraiment la documentation qui vous invite à suivre étape par étape comment on active un compte. Vous pouvez le faire de manière tout à fait autonome, mais je suis à votre entière disposition pour qu'on le fasse ensemble, bien évidemment pour les premiers, parce que c'est aussi en le faisant ensemble que on répond aussi à toutes les questions complémentaires qu'il peut y avoir, bien évidemment. Donc n'hésitez surtout pas à nous recontacter. Et ça, évidemment, avec plaisir, et vos retours sont plus que bienvenus. Merci Damien, merci pour toutes ces explications. Je pense qu'il y a pas mal d'intérêt et puis tu vas voir venir pas mal de cabinets qui vont peut-être revenir vers toi ou vers l'équipe pour avoir des informations. Donc surtout n'hésitez pas. C'est un nouveau modèle, donc voilà, de toute la partie consentement, etc. Comme je l'ai dit en intro tout à l'heure, il n'y a pas plus loin que il y a 2 semaines où voilà, l'offre est montée, elle est disponible, donc n'hésitez pas. Au pire, ça vous coûtera 1 euro par IBAN. Voilà, c'est grosso modo. C'est ça. Voilà, au pire, c'est ça. Donc, merci beaucoup, Damien. Il y avait en annexe, mais ça, vous le retrouverez effectivement sur le PPT qui va vous être envoyé, enfin le PDF qui va vous être envoyé de la présentation. Vous allez retrouver l'intégralité de la liste qui ont délivré leurs API au DSP2. Donc, il y a une grande liste avec pas mal de banques ouais. qui aujourd'hui n'existent pas côté EBIX et qui existent côté DSP2. Donc, on vous laissera voir ça. Merci beaucoup, Damien, pour toutes ces informations précieuses et cet état de l'art de l'avancée sur Flow et sur toute la partie bancaire, en fait, comme vraie problématique chez les cabinets. Donc, merci pour la présentation. Merci Marianne, merci Cyril pour les présentations que vous nous avez faites. Alors moi, ce que je vous propose, alors les dates ici sont fausses parce qu'elles sont déjà dépassées. Rappel des dates sur la formation. Surtout, n'hésitez pas à revoir le site. Si tu peux passer, Marianne, sur la slide d'après. Surtout, ne pas hésiter à aller voir les dates des prochains webinaires et les dates des prochaines web formations gratuites avec, encore une fois, focus sur toute la partie bilan, toute la partie annexe, etc. Ne pas hésiter à aller voir Franck
et Victor sur la partie formation gratuite. Pour ma part, je vous donne rendez-vous en juin avec un webinaire et en juillet avec un rendez-vous physique. Vous vous rappelez du Cégide Loop Day? On va refaire la même chose. L'idée, c'est de vous revoir, de vous serrer la main, sans le masque, de boire un coup ensemble et de parler produits avec tous nos équipes produits. Marianne, Cyril, Damien, Félix, Christian Taltas, etc., que vous connaissez maintenant. Donc, rendez-vous en juillet. On va vous envoyer bientôt les invitations. Donc, merci encore une fois à tous d'avoir participé à ce 16e webinaire. Rendez-vous au 17e, donc pas en mai, parce qu'en mai, c'est la finalisation des dossiers. Donc rendez-vous en juin. Et ensuite, on va voir la concrétisation de tout ce que Cyril et Marianne et Damien nous ont parlé. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Et je vous donne rendez-vous, on est pile poil à l'heure, parfait. Je vous donne rendez-vous en juin et en juillet pour vous serrer la main et discuter physiquement sur la suite de l'aventure Cégide Loop. Merci à tous encore une fois et puis bonne fin de période fiscale à tous. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci.